Alors d'abord, vous parlez, bien, vous avez des bonnes nouvelles. Vous parlez de baisse de la violence armée de 26 %. Vous parlez de saisie d'armes à feu avec des chiffres qui sont impressionnants, 774 d'arrestations aussi, plus de 300 personnes avec des crimes vraiment plus avec violence. C'est un bilan, somme toute, dont vous êtes fiers aujourd'hui? Oui. Oui, je pense que toute l'équipe a travaillé ardument durant toute l'année, autant les employés, policiers, enquêteurs, employés civils, la direction. Franchement, tout le monde a mis d'énormes efforts pour faire la différence, mais aussi ce que j'ai dit, ça revient beaucoup au mérite des employés sur le terrain ainsi que des partenaires. Je ne pense pas que c'est un bilan qu'on peut se l'attribuer tout seul. C'est un bilan qui est attribuable à la communauté en général qui travaille dans la population, dont les policiers. De notre côté, on sait le travail qui a été fait, on est vraiment, vraiment impressionnés et très fiers. Est-ce que la ville est devenue un peu plus sécuritaire? On redoutait tellement l'été qu'on a vu, puis rendu loin, maintenant on l'a pratiquement oublié, mais on avait peur d'un été chaud, d'un été avec des coups de feu, c'est pas ce qu'on a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire que c'est l'effort des policiers qui a fait uniquement la différence. Oui, il y a un effort énorme qui a été fait. Par contre, vous savez, quand on se compare à d'autres villes au Canada ou aux États-Unis, franchement, malheureusement, une trentaine de meurtres, 33 meurtres à Montréal. Il faut faire attention parce qu'il y a eu quand même l'événement dramatique au mois de mars, à la mi-mars, deux événements, l'une après l'autre, le 16 et le 17 mars. L'une, c'est l'incendie du Vieux-Montréal, avec 7 personnes assassinées dans cet incendie-là. Et le lendemain, un jeune homme avec des problématiques de santé mentale tue un drame, un meurtre, triple meurtre intrafamilial, 3 personnes. Donc, quand vous prenez 33, moins ces 10 drames-là, c'est quand même 23 meurtres dans tout le Montréal. Alors, dire que Montréal n'est pas sécuritaire, c'est fou, c'est totalement fou. Ce qui est plus préoccupant, et là je vous rejoins là-dessus, c'est l'aspect des fusillades de jour, de soir, dans la rue. C'est fréquent, on en parle tout le temps. Ça, c'est plus au niveau de la sentiment d'insécurité. Oui, ça, c'est alarmant. Est-ce que c'est toujours le même profil, les jeunes, des chicanes qui commencent dans les réseaux sociaux, puis ça finit dans des poursuites dans la rue? Oui, encore. Comment vous arrivez à intervenir là-dessus? Il y a des règlements de compte entre jeunes. Oui. Au niveau et aussi, l'arme est tellement banalisée, mais il y a aussi des règlements de compte au niveau du crime organisé ou maintenant du crime désorganisé, parce qu'on ne sent plus des grands leaders qui sont présents, qui ont un poids sur tout le monde. Comment on fait? Travail dans la communauté, travail en amont, beaucoup en amont en prévention au niveau des jeunes, afin d'éviter qu'ils se dirigent vers la criminalité. Travail de répression, mais vraiment ciblé envers des individus qu'on sait sont des criminels notoires, et eux, on les enquête. D'ailleurs, ma deuxième orientation que j'ai mentionnée ce matin dans le plan stratégique, c'est être rassurant pour les populations et être craint par le milieu criminel. Donc, on est en train de passer un message clair au milieu criminel que ça ne se passera pas quand vous pensiez que ça se passerait à Montréal. Cela dit, on n'est pas à l'abri d'un été qui pourrait être chaud cet été. Donc, on ne peut pas vraiment tout prédire, mais on met tous les efforts pour intervenir. Mais pour ça, vous avez dit, il y a aussi justement à percer le mur des communautés, réussir à développer de la confiance. Les gens vous craignaient. On a tellement parlé de profilage racial dans les communautés culturelles de Montréal. Vous avez besoin de gens qui parlent. Parce que les gens savent des choses. Ouais. Vous avez besoin de voisins ou de membres de la famille qui vous disent, écoutez, je suis inquiet pour mon jeune, je pense qu'il y a des armes maintenant à la maison. Est-ce que vous commencez à sentir cette confiance se bâtir? Mais premièrement, le recrutement ciblé des minorités visibles et minorités ethniques et de ceux avec le parcours plus social a été incroyable cette année. Au sein de vos forces? Oui, au sein de nos forces de recrutement des nouveaux policiers. Normalement, à chaque année, historiquement, on en a 25 à 26 postes de candidature destinés au SPVM. On en a eu 131. Sur les 131, on a été capable de combler 115. Donc, c'est presque 20 % de représentativité qu'on a engagée au SPVM, ce qui est un record. Donc, la méfiance est toujours là. Je vais être très honnête avec vous. Par contre, les barrières baissent doucement. On a créé un projet comme Immersion. Immerser les recrues dans la communauté en civil, sans uniforme. Ça, c'est votre bébé, ça. Ça, c'est mon bébé, mais c'est le bébé maintenant de plus en plus des partenaires. 200 partenaires, Mme Droulet. 200 partenaires à chaque 6 semaines contribuent puisqu'on rentre chez eux avec nos recrues. On pourrait dire que c'est l'effet daguerre, c'est un peu votre méthode. Manifestement, en fait, ça attire des jeunes, ça attire des recrues, c'est déjà une bonne chose parce que c'est une bonne année pour le recrutement. Vous savez qu'il y a un mur qui arrive dans 5 ans, vous allez avoir une grosse vague de départ à la retraite. Donc, vous avez besoin de recruter encore beaucoup. Mais je peux vous dire, j'ai un autre mur qui s'en vient cette année même. On a 150 à 170 noms de candidats cet été qui sont prêts à rentrer au SPVM. Malheureusement, on est en train de s'apercevoir qu'au niveau des places à Nicolette, puis Dieu sait qu'il y en
que l'aide font leur possible. Ces 150, on n'est pas sûr de pouvoir les faire rentrer parce qu'on a besoin de 430 cette année. Donc, Montréal est devenu attractif. Mais on n'est pas sûr de pouvoir les diplômer en 2024, donc on ne sait pas quand est-ce que le mur va nous frapper. Bon, mais au moins, vous êtes rendu plus attirant qu'avant. Oui, c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce qu'on appelle le Thin Blue Line? La petite ligne bleue. Parce que là, vous me dites, là, vous engagez davantage de gens qui sont issus eux-mêmes de la diversité. Ils se sentent comment, eux, quand ils voient des collègues avec ce petit écusson-là, ce petit insigne-là? Cet insigne-là, premièrement, je vous dirais que c'était un des dossiers les plus sensibles au niveau de la fonction policière. Il faut comprendre que la fonction policière, les policiers ont besoin. On a perdu en 2023, je ne veux pas exagérer, 12 ou 13 policiers au Canada. C'était un record. Les policiers ont besoin de sentir une camaraderie. Ils ont besoin de sentir une appartenance aux gens qu'ils ont perdus. Dans le devoir qu'ils ont risqué. Mais il y a une autre connotation à ce symbole-là. Voilà. Ce qu'on essaie d'évaluer, c'est que l'uniforme doit être neutre, complètement impartial. À partir de là, on est en réflexion, là, présentement. Et d'ici l'été, j'ai promis que nous allons prendre une décision en ce qui concerne le port, l'interdiction du Thin Blue Line, oui ou non. On est en train de vérifier. Mais depuis le mois de mai, je rencontre toutes les recrues et les policiers sur le terrain, et on échange là-dessus parce que c'est vrai qu'il a été contaminé par l'extrême droite. Mais savez-vous quoi? Lors de l'attaque du Capitole, les gens qui ont attaqué le Capitole ont tué des policiers en portant le Thin Blue Line sur eux. Donc, c'est vous montrer comment ce signe a été contaminé et pourtant il avait une. Donc, il n'est pas intéressant pour personne à partir du moment où il est là, à un contaminé. moment donné, il va falloir qu'on discute et puis on va devoir prendre des décisions. Donc, vous êtes là-dedans. Vous êtes en train de travailler cette affaire-là. Parlons des vols d'auto. Moi, il va falloir que vous m'expliquiez quelque chose. Il y a eu un gros sommet, vous avez participé à ça la semaine dernière sur les vols d'auto, organisé par le gouvernement libéral de Justin Trudeau, où on montrait à quel point c'est compliqué d'aller faire des saisies dans le port. Paf, aujourd'hui, on a une grosse saisie dans le port. On a récupéré plein de véhicules. Manifestement, c'est pas si compliqué que ça parce qu'on n'a pas changé grand-chose depuis le sommet. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez qu'on ne sait pas? Finalement, on est capable d'être beaucoup plus efficace qu'on le pensait avant le sommet? Non, c'est drôle. La seule différence, c'est qu'on a fait plusieurs autres saisies durant 2023, mais elles n'ont pas été médiatisées dans le port. Mais on en a fait plusieurs. Mais vous auriez peut-être intérêt à les médiatiser. Écoutez, vous avez raison. Probablement, on ne l'a pas fait, on devrait le faire un peu plus. Mais ce qui a été très intéressant au sommet, c'est d'écouter les manufacturiers. D'écouter l'agence frontalière qui va recevoir 28 millions du fédéral afin de rajuster des systèmes électroniques afin de scanner à l'intérieur des conteneurs. C'est immense, le port. C'est plus de des milliers de conteneurs qui rentrent. Donc, donner des outils à l'agence frontalière, donner des outils aussi entre corps policiers. On a échangé avec la GRC. Écoutez, la GRC va envoyer toutes les données policières du Canada à Interpol. Interpol est présent dans 192 pays parce qu'on sait que le vol de véhicules, c'est principalement pour l'exportation. Donc, à partir de là, on va intercepter ces véhicules-là au pays d'accueil. On va les intercepter avec le système de scan ici à Montréal. Moi, très franc avec vous, le vol de véhicules moteurs, on va le régler. On va le régler, j'en suis convaincu. Par contre, ce qui me préoccupe, que tout le monde est sur le vol de véhicules moteurs maintenant, parce qu'il est violent. Mais n'oublions pas, il y a 2 ans, on a eu la crypto-monnaie. Avant ça, on a eu la PCU. C'est quoi la prochaine vague de criminalité qui s'en vient, qui va être très payante? Présentement, les gens qui volent un véhicule font 5 000 à 6 000 $. Ce qui est très préoccupant. Lorsqu'on vient pour les intercepter, ils foncent vers les policiers. Avec un sang-froid inouï. On n'en revient pas. Puis ils reculent vers les policiers. Donc, ça devient extrêmement préoccupant envers les citoyens, puis envers les policiers de la sécurité lorsqu'il y a des vols de véhicules. Mais vous êtes confiant? Vous êtes... ça, c'est un défi? Ah oui? Mais écoutez, historiquement, à chaque fois qu'on se met sur des dossiers aussi sensibles que celle-là, on y arrive. Mais encore une fois... Mais ça veut dire qu'avant, on ne le prenait pas si au sérieux. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a tellement de différentes sortes de criminalité. Si elle ne rejoint pas une grande violence, oui, c'est vrai que je vais m'occuper des violences conjugales bien avant. Entre vous et moi. C'est bien plus important une violence conjugale versus un vol de véhicule moteur qui n'a pas de violence. Mais oups, attention, là maintenant, il y a des armes à feu dans les vols de véhicules moteurs en Ontario. Il y a des hijackings. Donc la personne est sur un feu rouge, on ouvre la porte. Donc vous leur faites remonter au-dessus de la pile, le dossier. Oui. Bon, on comprend très bien. Monsieur Daguerre, c'est un plaisir de vous recevoir en entrevue. Au plaisir, madame. Merci beaucoup. Merci.